J'avais invité à de l'audace et à de la franchise, vous y êtes allés tous les trois. Et vous, Lionel, et vous, Jeff en particulier, vous nous annoncez que rien n'est réglé dans les grands marchés de l'économie mondiale, qu'il ne faut pas traiter justement l'Afrique avec une sorte de condescendance ou de pitié. C'est bien de nous le rappeler assez souvent, et en tout cas en cette circonstance. Et vous, Jeff Frieden, vous lui dites que les changements dans la plupart des pays vont s'accompagner de conflits sociaux avec des conséquences politiques, de 5 à 10 années d'austérité avec même une baisse des salaires. C'est vrai qu'on commençait par une forme d'optimisme, et vous l'avez montré au début, Lionel Zinsou. Je dis tiens, il est très optimiste, et puis vous nous ramenez à des réalités sur le monde de demain et le capitalisme tel qu'il va falloir l'organiser, en sachant qu'il est à la fois asiatique, occidental, mais en même temps africain. C'est maintenant à votre tour de poser toutes les questions et de les manières les plus directes, et vous aurez l'interlocuteur qui vous répondra en temps réel. Alors, je vous en prie. Vous vous levez, vous donnez votre nom, vous dites à qui vous vous adressez, et vous avez la réponse. François Drouin, je m'adresse notamment à Lionel Zinsou. On n'a pas parlé depuis ce matin de l'Union pour la Méditerranée. Est-ce que, selon vous, elle peut jouer un rôle, justement, pour ce nouveau capitalisme à couleur changeante ? Vous voulez qu'ils vous disent la vérité ? Oui. Écoutez, je souhaite vivement qu'elle joue un grand rôle. Je comprends qu'au Maroc, il y a un petit peu de scepticisme sur le grand projet de l'Union pour la Méditerranée. Et vous savez peut-être qu'il y a un peu de scepticisme en Afrique subsaharienne. Il y a une grande inquiétude chez les Africains qui est que ce que le président Ouad appelle cette espèce de muraille qui se construirait dans le Sahara et où il y aurait au fond une Afrique du Maghreb et du Machrek qui serait tournée vers l'épicentre de la Méditerranée et l'Europe et qui se séparerait de l'Afrique subsaharienne. Et il se créerait un mur, un nouveau mur. Et moi, je ne crois pas ça. Je crois que des pays comme le Maroc sont des pays qui ont des liens de plus en plus forts avec l'Afrique, et que si le Maroc bénéficie des grands programmes d'infrastructures qui me paraissent fondamentaux de la Méditerranée, ça entraînera aussi beaucoup l'arrière-pays africain. Donc je crois qu'il est de l'intérêt de l'Afrique, non pas de craindre un mur, mais de souhaiter l'Union pour la Méditerranée. Mais ce que j'essayais de dire, c'est il faut s'occuper de ça dans la gouvernance mondiale. Il faut vraiment pousser des projets de ce genre, parce que les infrastructures, l'agriculture, l'eau, tout ça, ça consomme l'énergie. Ça consomme énormément de capital, et c'est à ça qu'il faut adresser les ressources, parce que c'est ça la crise qui est dans 2 ans, dans 3 ans devant nous. Mais M. Drouin, vous ne posiez pas la question en tant que Marocain ni en tant qu'Africain. Et alors, vous vouliez des précisions sur son rôle, son utilité éventuelle, même du point de vue des puissances ou des partis, des pays européens qui s'y sont engagés. Aussi, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut être une des réponses, une solution et aussi... Ni paternaliste, ni colonialiste à nouveau. Voilà, un nouveau visage. Est-ce que... Moi, juste un élément. Je suis très frappé par la façon dont la Chine, aujourd'hui, est en interaction avec l'ensemble de l'Asie, du subcontinent indien, de l'Asie du Sud-Est. Et de l'Afrique. Je ne peux pas concevoir que l'Europe n'utilise pas la carte incroyable que lui donne le sud de la Méditerranée. En allant assez profond au sud de la Méditerranée, le sud et l'est de la Méditerranée. Je ne peux pas le concevoir. Alors que cette partie du monde pense français, est en droit français, connaît les marques françaises, connaît de grands opérateurs français dans tous les domaines. Si on parle de la France, mais c'est vrai aussi de l'Espagne et de l'Italie, c'est une carte qui est gâchée aujourd'hui, complètement gâchée, avec des dégâts humains d'ailleurs assez forts. Aujourd'hui, ne pas s'en rendre compte, ne pas prendre conscience, me paraît inquiétant au moment où d'autres ensembles, eux, s'intègrent avec leur environnement. Monsieur Moreau-Desfarges, et puis vous, c'est Monsieur Lévy. Ma question s'adresse aux 3 intervenants, parce que j'ai été étonné que vous ne mentionniez pas que l'avenir du capitalisme est évidemment superbe, pour une raison très simple, c'est que c'est le seul moyen de créer de la richesse.
Et je voudrais, si aujourd'hui il y a un autre moyen de créer de la richesse que le capitalisme, je voudrais que vous nous donniez donc, je crois que l'avenir du capitalisme est immense, sauf qu'évidemment, comme le capitalisme crée de la richesse par l'avidité et l'ambition des hommes, il appelle des crises, et bien évidemment les crises vont se reproduire, mais on va rester quand même dans un système capitaliste. Jeff Frieden. Well, I mean, I think the real question is not, is capitalism an economic order that can create wealth, which obviously is the case, but what kinds of social and political conflicts emerge as capitalism develops? So I think the underlying question is not a purely economic or purely technical one. That's, I mean, this is building on the issues that were raised this morning. Just as understanding the future of capitalism is not simply about technical or economic questions, understanding rebalancing or the future of the recovery from the crisis is not about purely technical or economic issues. It's about the political and social response of societies to the trends that will emerge out of the coming period. So I guess I wouldn't, I'm not sure exactly how to answer the question, except to say that I think to understand the future of our economies, whether developed or developing, we have to look beyond the market itself, but also at the broader range of social and political relations that ensue from market operations. Monsieur Tomaso, Oui, je crois que la Padoa vraie... Schioppa. Oui. J'aurais dû dire que je suis Tommaso Padoa-Schioppa, italien. J'étais banquier central à peu près toute ma vie. J'étais le ministre de l'économie et des finances italien en 2006-2008. Je crois que la vraie question est de voir si il y a, non pas s'il y a un avenir pour l'économie de marché, parce que je crois que là la réponse est oui, mais si on peut imaginer une économie de marché ou un capitalisme dans lequel une crise comme celle qui vient de se produire peut être évitée. Et je pense que la réponse est oui. Ça dépend de l'évolution des systèmes par lesquels on gouverne l'économie et en particulier par lesquels on gouverne la mondialisation de l'économie. Ça ne suffit pas que les nations coopèrent. Tout le monde veut coopérer pourvu que les autres soient prêts à faire ce que nous voulons faire. Et il faut trouver un moyen pour prendre des décisions même quand on est en désaccord. Et c'est là la vraie question difficile à surmonter. Tant que l'illusion que la souveraineté d'un pays n'est soumise et ne doit être soumise à aucune condition, il n'y aura pas suffisamment de coopération, il n'y aura pas une capacité de gouverner l'économie mondiale. Et ce mythe de la souveraineté sans borne reste extrêmement fort dans tous nos pays. Et donc, je ne suis pas du tout optimiste pour le moment.